Bonjour à tous. Donc en fait moi je suis spécialisé dans la prise de vue audiovisuelle pour le cinéma et la publicité. On a commencé il y a 4 ans, en fait au moment où la réglementation est arrivée. En fait ça nous a un peu donné l'idée d'arriver sur ce marché. On vient du marché, enfin du domaine plutôt du tourisme, et donc on a passé beaucoup de temps à l'étranger. Donc on a commencé surtout sur du documentaire animalier. Moi c'est comme ça que j'ai découvert et je me suis formé, à l'époque il n'y avait pas de formation, donc je me suis formé en achetant des petits drones à l'époque pour quelques centaines d'euros. On achetait un drone en kit et ça a permis en fait de démarrer. Aujourd'hui le gros de l'activité, ce qui me prend le plus de temps en fait, c'est l'administratif et la partie technique. Donc en fait on va passer beaucoup de temps à l'atelier, ce que vous allez voir un petit peu après. Et en résumé de ce qu'on a pu faire sur les 4 dernières années, c'est beaucoup de voyages, parce qu'on a fait justement du tourisme avant, c'est être adaptable sur le terrain et pouvoir s'adapter à chaque fois à de nouvelles conditions. En fait, nous, sur l'objectif et le besoin du client, on a un produit fini au moment où on quitte le client. Par rapport à, justement à l'interlocuteur précédent, en fait, nous, on a besoin de livrer une image dès que l'on quitte le client. Et c'est vrai que du coup, il faut qu'on s'adapte à chaque fois à des problématiques très différentes. Donc à l'atelier, on a plusieurs types de drones donc qui nous permettent de mettre des caméras différentes en fonction des budgets, en fonction des problématiques des réalisateurs. Si on travaille pour du documentaire, l'outil ne va pas être le même que si on travaille pour des fictions comme l'Odyssée, peut-être que vous avez croisé en salle l'année dernière. Et on n'a aussi pas les mêmes demandes et pas la même pression. Sur le premier slider, c'était Don't Crack Under Pressure. Jérôme Salle, peut-être que vous connaissez pour Largo Winch ou le film Zulu, c'est des gens à qui on ne peut pas dire non. Et parfois il faut, parce que justement on doit travailler dans un cadre sécurisé, parce qu'on a parfois des figurants qui peuvent coûter cher quand on vole à quelques mètres de Lambert Wilson, vous le verrez après. Voilà, on n'a pas du tout le droit à l'erreur. Donc beaucoup de temps à l'atelier, en fait, parce qu'on prépare le matériel et en fait on a des plateformes qui sont modulables. On n'a pas un drone qui est un outil fini. En fait, on a 2 équipements. On a le porteur. Et puis après on va en fait avoir la partie nacelle, la partie qui va stabiliser la caméra et qui va nous permettre en fait de diriger la caméra dans tous les axes possibles et puis pouvoir suivre une voiture autant qu'on suit un cavalier ou un personnage à pied. Donc aujourd'hui on s'adapte et on commence à avoir sur le marché des drones de série. Donc là vous voyez du matériel Freefly et là depuis 1 an on commence à avoir un standard, donc tout le monde arrive à avoir le même type de matériel et les investissements ont également bien baissé par rapport à quand on a démarré il y a environ 4 ans. Quand on arrive sur le terrain, donc on a un setup qui est prêt, on va discuter avec le réalisateur de son intention. Aujourd'hui, la plupart des réalisateurs avec lesquels on a pu travailler ne connaissent pas le drone, donc il faut leur soumettre en fait des idées. Et par rapport à un personnage, là en l'occurrence c'est un tournage pour du VTT, du mountain bike à Madagascar, il va falloir proposer en fait les axes de prise de vue pour pouvoir mettre en valeur et pouvoir répondre effectivement à ce qu'il veut raconter dans son histoire. Donc à chaque fois, c'est quelques minutes et parfois un peu de préparation. Alors, on a sur le documentaire, on va avoir de l'adaptation sur le terrain. Parfois sur de la fiction, on va avoir un storyboard comme on a eu ici sur Le Fleuve Noir, un film qui va sortir l'année prochaine, où le réalisateur, lui, par contre, avait une intention très précise et savait exactement ce qu'il voulait. Et donc du coup, on a pu répondre en fonction de son besoin. Et là, c'est une autre exigence de pouvoir plus s'adapter à une contrainte de milieu, mais à une contrainte d'un besoin, parce qu'il voulait exactement un nageur qui se noie sur la Loire, et donc simuler cette action. L'autre partie qui arrive avant la technique, c'est toute la partie administrative. Ça, en l'occurrence, c'est un vol que l'on a effectué près du boulevard Saint-Michel pour une fiction. Aujourd'hui, les délais d'instruction, c'est 1 mois pour pouvoir voler à Paris. Et donc, il faut préparer les vols. On se réfère en fait aux cartes OACI et il faut en fait planifier le vol. Et puis, c'est les documents qu'on va pouvoir fournir à la DGAC ou à la préfecture de police, en l'occurrence, quand c'est Paris.
Le drone, pour la prise de vue audiovisuelle, c'est aussi un outil qu'on a utilisé en intérieur. Là, en l'occurrence, c'est au château de Fontainebleau. Ça montre aussi l'intérêt de ce type de machine qui peut être très peu invasive dans des lieux préservés comme le château de Fontainebleau, où on ne va pas pouvoir installer des rails de travelling ou des cable cam. Et ça permet du coup de pouvoir sortir des plans qui sont très très différents avec une machine qui ne touche pas au décor. Alors évidemment, là, ce jour-là, quand on a volé, on s'est mis d'accord avec le château de Fontainebleau, parce qu'évidemment, les responsabilités civiles ne peuvent pas du tout encaisser ce qu'il y a comme besoin. Donc là, c'est uniquement la confiance du lieu qui nous accueille avec le pilote. Et ça, c'est des relations étroites qu'il faut créer vraiment au long terme. L'un de nos chantiers les plus complexes ici à Paris, c'est le 2e étage de la Tour Eiffel. J'ai été le premier opérateur à voler depuis l'étage de la Tour Eiffel. On est arrivé, le drone n'a pas voulu décoller. Ça fait partie des problématiques que l'on a, et la gestion du stress par rapport aux clients, parce que c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer, parce que c'est pas spontané, et puis de lui dire bah non, voilà, temporiser et ne pas lui dire qu'il y a un problème technique, ne pas l'inquiéter, parce qu'eux ils sont dans leur problème artistique et nous on est dans notre problématique technique, et c'est vraiment deux mondes qui sont très difficiles à concilier. Un petit panel des milieux dans lesquels on peut travailler, toujours cette adaptation nécessaire. Là, en l'occurrence, à gauche, vous avez un tournage qui a été effectué à presque 4000 mètres d'altitude au Népal, en intérieur, et puis en Honduras, dans les Caraïbes, dans des régions où il y a beaucoup de vent. J'ai aussi travaillé sur des plateformes pétrolières offshore au Nigeria. Donc ça, voilà, c'est des milieux qui sont vraiment très très spécifiques et qui nécessitent de pouvoir toujours s'adapter et puis gérer le stress sur le terrain. Un échantillon du travail que l'on a effectué sur les dernières années, et puis en situation sur ce qui est vraiment la réalité du terrain que l'on a en fait sur les tournages. Donc dans ce genre de milieu, pour ceux qui pilotent des drones, vous savez qu'un drone génère un home point quand il décolle. Là, en l'occurrence, sur ce tournage-là, on est en pleine mer, depuis la banquise. La banquise, elle bouge. Donc votre point GPS, quand vous avez décollé, quelques minutes plus tard, le home point, il est à 30 ou 40 mètres en fait. Donc là, c'est vraiment que du pilotage manuel. En intérieur, pareil, la problématique technique est encore différente, parce que là, évidemment, il n'y a pas d'assistance GPS. Quoi. Si vous voulez couper du coup sur vos interlocuteurs. Voilà, ça c'est typiquement le château de Fontainebleau, de nouveau, milieu vraiment très très restreint. Pour vous donner une idée, le drone, c'est un drone qui fait 1,10 m de diamètre. Ça, du coup, c'est au Népal aussi. Le nouvel outil FreeFly que l'on utilise permet de faire des plans aussi en contre-plongée, ce qu'on a vu, qui commence à être utilisé sur des nouvelles plateformes pour l'inspection, entre autres pour l'inspection d'ouvrages, pour les ponts et autres, parce que ça permet en fait de pouvoir inspecter toute la partie qui est supérieure. Et du coup, la Tour Eiffel, qui était pour un clip de la mairie de Paris, suite aux attentats en fait pour redynamiser le tourisme. Ça, c'est un projet architectural. Aujourd'hui, on a aussi des demandes pour de la photogrammétrie, pour créer des décors, toujours liés à la fiction et à l'image, et qui va permettre en fait de générer des décors en 3D. Des questions? Est-ce que vous avez des problèmes avec le drone, des températures, notamment Ça, c'était en Antarctique, au pôle Sud. En fait, là, les températures n'étaient pas très basses parce qu'on était entre 0 et plus 10. J'ai jamais volé par des températures très basses. Globalement, si on gère bien les batteries et si les batteries sont récentes et bien stockées, il y a peu de soucis. On perd de l'autonomie, ça c'est très clair. Mais la technologie LiPo fait qu'à partir du moment où elle fonctionne, elle chauffe. Une batterie, quand on la pose, elle est tiède. Donc une fois qu'on lance la batterie, elle va produire sa propre chaleur. Après, aujourd'hui, il y a plein de drones chez DJI qui ont une sécurité en dessous de 15 degrés, on a du mal à décoller. Vous faites de la vidéo 360 ? Pas encore. Il y a pas mal de demandes, mais il y a aussi pas mal d'opérateurs qui le font. C'est un choix qu'on n'a pas encore, c'est un virage qu'on n'a pas encore pris. Et on se pose la question effectivement parce que c'est un nouveau marché. Mais pour vous donner un ordre d'idée, quand on s'est inscrit la première fois sur une liste des GAC, il y avait 60 opérateurs.
Et aujourd'hui, on est à 3007. Alors évidemment, tout confondu, pas que sur l'audiovisuel, mais c'est un marché qui est très très concurrentiel et c'est de l'investissement. Nous, on change de matériel chaque année, quoi. Donc 360, c'est un marché certainement porteur, mais c'est d'autres machines, voilà, pas encore pour le moment. Est-ce que vous avez le contrôle de tout ce que vous filmez, a priori, ou est-ce que c'est encore un peu artisanal, c'est qu'on fait des zooms sur certains plans? Est-ce que vous avez la vision en temps réel de ce que vous filmez? Est-ce que c'est déjà anticipé ou est-ce que c'est fait de manière créative au moment où vous filmez? Comment ça se passe? Alors ça va vraiment dépendre des intentions du réalisateur et du besoin, mais de toute façon, en fait, sur les unités drones qu'on utilise pour le cinéma, on a deux retours vidéo. On a un retour qu'on appelle en FPV pour le pilote, qui est la caméra frontale du drone, et après on a aussi le retour de la caméra cinéma qui filme. Alors il y a effectivement une partie d'anticipation du plan. Quand on va avoir un suivi de voiture, on sait où on veut mettre la voiture dans le cadre, à quelle vitesse on va lancer la voiture, et effectivement là c'est très cadré. Après ça reste de l'aérien dans lequel on n'est pas. C'est pas comme un opérateur dans un hélicoptère par exemple, où il sait qu'il va pouvoir jeter un œil avant de faire son cadre et puis se dire là j'ai un sujet intéressant. Donc il y a de toute façon de l'adaptabilité à avoir en permanence sur le cadreur qui doit effectivement avoir un élément qui rentre dans son cadre quand on fait des beauties, quand on fait des plans d'ensemble, se dire voilà, il y a un élément qui rentre dans le cadre, et ben on va justement pointer la caméra vers cet élément pour pouvoir le mettre en valeur. Vous permettez plusieurs reprises quand vous faites... Oui, alors nous on se permet plusieurs reprises, le réalisateur pas forcément. Et aujourd'hui, c'est de l'éducation aux réalisateurs et à nos clients parce que ça reste du travail aérien, ça reste de la prise de vue sur lequel on nous demande d'être uniquement deux opérateurs, un pilote et un cadreur, alors que ce qu'on fait en machinerie cinéma, par exemple, quand on veut installer un rail de travelling, souvent il y a 3 machinistes, un cadreur, plus 2 assistants. Nous, on nous demande de faire le travail avec 2 opérateurs et donc effectivement, on se permet voilà, de refaire les choses et effectivement, quand on a un plan très précis, on le refait 3-4 fois s'il faut en fonction du besoin et en fonction de la précision nécessaire pour conter l'histoire. Vous disiez que vous n'aviez pas eu de formation, enfin, qu'il n'y avait pas de formation à l'origine, mais vous venez quand même de l'audiovisuel Pas du tout. J'ai une culture photographique. Mais avant j'étais guide de voyage donc je faisais pas du tout ça et c'est vraiment le goût pour l'image et pour la technologie qui m'a amené au marché du drone et à ce métier. Et vous êtes formé sur le tas? Ouais, complètement. Ouais. Tout à fait, pour continuer ce que demande ma voisine devant, c'est un nouveau métier, on voit bien. Est-ce qu'il y a besoin de nouvelles formations? À mon sens, oui, parce que ça permettrait d'harmoniser aussi l'offre. Aujourd'hui, nous, quand on fait des salons, on participe à pas mal de salons professionnels. Généralement, c'est un client sur 2 qui a déjà utilisé des drones pour le cinéma ou pour des productions publicité qui est déçu. C'est dommage parce qu'en fait ça coûte à ce marché. Alors ils sont déçus ou par la qualité image, ça il y a un problème qui est de moins en moins parce que les drones sont de meilleure qualité, mais surtout ils sont déçus parce que les gens ne connaissent pas l'image. Les opérateurs drones, les pilotes, souvent c'est des reconversions comme moi. Après par contre il y a le goût de l'image ou pas et l'investissement qu'on va y mettre et malheureusement plein de pilotes de drones ne sont pas assez concentrés sur l'importance de l'image. Quand on est pilote de drone, aujourd'hui on fait 70% des plans que vous avez vus là, c'est le déplacement du pilote et c'est le choix du pilote en l'air. Aujourd'hui il y a besoin de formation pour cette raison-là et la deuxième c'est pour la sécurité mise en place. Parce que quand nous on a démarré, c'était des machines qui étaient fabriquées à l'atelier et sur lesquelles parfois ça volait bien et parfois ça tombait. Et aujourd'hui ça peut encore tomber. Et donc il y a un certain nombre de règles. J'ai travaillé à Disneyland il n'y a pas longtemps. Quand le parc est ouvert, il y a énormément de monde, c'est une sécurité qui est extrêmement stricte et pour ces raisons-là, il faut des gens qui sont formés et qui connaissent les risques et qui aussi ont mis les mains dans le drone. Moi, j'ai monté mes drones, je les ai fabriqués. C'est pas un drone qu'on achète au supermarché et qu'on va faire voler dans son jardin et on se dit bon bah ça y est, ça marche, on peut y aller. Parce que justement le jour où on a des problèmes de perturbation GPS et des assistances de vol, quand le drone il s'en va, et ben là à ce moment-là, il faut savoir réagir.